Notre Dieu aimant qui vit dans le ciel, nous te remercions de nous avoir permis de passer une autre semaine en toute sécurité et nous observons ce qui se passe dans le monde et dans ce pays. C'est profondément troublant. Nous te demandons simplement de nous entourer en ce sabbat, de tes soins protecteurs et de nous guider avec ta vérité. Nous pourrions être emportés par tant de théories de conspiration. Nous pourrions suivre n'importe quel mauvais chemin d'information. Mais tu nous as donné la manne du ciel, nous avons bu la pluie et Seigneur, nous voulons simplement continuer à le faire. Alors que nous regardons à d'autres aspects, des contrefaçons qui offrent des informations différentes aux personnes, aide-nous à apprendre de cela, que nous pouvons l'appliquer dans d'autres domaines. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à appliquer les outils qui ont été fournis et à parvenir à une plus grande compréhension des événements extérieurs et de la façon dont ils doivent nous affecter. Nous nous remettons à tes soins en te remerciant au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé par faire une révision de la base de la contrefaçon. Ce qui nous a été dit dans Ésaïe 14, que Lucifer a dit « Je serai comme le Très-Haut. Je serai comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et en contrefaisant les trois personnes de la divinité, le trio céleste, le Dieu trinitaire, il a créé le dragon, la bête et le faux prophète. Et tous les trois, là, ils représentent la contrefaçon du gouvernement céleste. Alors, nous reconnaissons que si la bête est la contrefaçon, il y a aussi d'autres contrefaçons. Nous nous sommes concentrés sur le dragon. La contrefaçon, que nous pouvons trouver sous le parapluie ou l'égide du pouvoir du dragon. Nous avons vu que ce sont toutes des bêtes, mais qu'une seule est la bête. Ce sont toutes des contrefaçons, mais il y a la contrefaçon. Alors, la contrefaçon que nous avons regardée est une branche particulière du mouvement de l'altruisme efficace, appelé le long-termisme. Le long-termisme est vraiment né de l'AE, donc l'altruisme efficace, et s'est développé à partir de là. Il est né de l'AE, l'altruisme efficace. Et si vous pouvez vous remémorer ce qui a été dit, pouvez-vous vous souvenir de quelque chose à propos de l'AE, du long-termisme, qui contredit particulièrement ce en quoi nous croyons? Et je sais qu'une semaine, c'est court, mais en même temps, c'est long, selon la façon dont nous le voyons. Donc, Catherine, quelles sont les contrefaçons qui t'ont marqué, les caractéristiques? Bien sûr, je vais en dire une. L'idée de donner un dixième de leur revenu m'a semblé une contrefaçon qui m'a choquée. Oui, c'était vraiment évident, n'est-ce pas? C'est comment faire pour que tout le monde donne 10%? Ça semble être une bonne idée. Oui, ils n'appellent pas ces 10% la dîme, mais en lien avec ces 10%, qu'ont-ils fait pour s'assurer que tout le monde paierait les 10%? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je réfléchis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, d'où trouvons-nous les 10%? Où l'avons-nous appris? De la Bible? Oui. Oui, mais on se prépare au baptême, on apprend toutes les bases. Donc, les vœux, oui. Ils n'ont pas les vœux, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils ont, c'est vrai, une liste de principes, mais je ne me souviens plus. Hein. Ils l'ont appelé l'engagement. Donc, nous, on a les vœux pour les 10% et eux ont leur engagement pour les 10%. Merci Catherine. Quelque chose d'autre
Alors, de quoi s'inquiète? Quelle est la préoccupation des long-termismes? Alors, hein? Alors, ils sont préoccupés par les crises existentielles qui pourraient survenir dans le futur. Ils sont vraiment concernés sur le fait de sauver autant de personnes que possible, même si c'est très loin de nous dans le temps. C'est exact. Mais comment vont-ils les sauver, ces personnes? Parce que comment pourraient-ils les perdre? Comment pourraient-ils perdre tous ces milliards de personnes qui pourraient exister dans 1 milliard d'années? Comment pourraient-ils les perdre? Alors, c'est se préparer contre une sorte de crise existentielle, que ce soit comme l'intelligence artificielle. C'était ça? Oui, mais qu'est-ce qu'ils contrefont? C'était comme notre état d'esprit prophétique consistant à essayer de sauver les gens par le biais du message. Oui, ce risque existentiel, ce risque catastrophique. Qu'est-ce qui signifierait pour le monde? Comment affecterait-il la Terre? Donc la Terre, elle ne serait plus habitable pour les humains. Et nous, qu'est-ce que nous croyons? Alors que le changement climatique rend le monde inhabitable pour les humains. Est-ce que cette croyance fait partie de notre identité adventiste? Non, pas pour les adventistes traditionnels, mais nous comprenons que nous le comprenons dans le bon courant. Catherine? Est-ce parce que nous avons aussi notre scénario de fin du monde et qu'ils ont aussi leur scénario apocalyptique de fin du monde? C'est très similaire. Ils s'inquiètent d'une apocalypse et nous savons qu'il va y avoir une apocalypse. Nous savons qu'il y a un risque existentiel pour cette terre. Ça sera catastrophique. Tu es en quelque sorte sur la bonne voie, Ray, mais tu n'allais pas droit au but. Mais tu es d'accord avec maintenant? Oui, j'étais coincée dans des mauvaises herbes, les petits détails. Oui, nous devons mettre l'autre chapeau. Comment nous comparons le faux avec le vrai? Nous devons mettre nos différents chapeaux. Nous devons mettre notre chapeau adventiste et penser, eh bien, en quoi sommes-nous semblables à eux? Ils s'inquiètent de l'Apocalypse. Je ne dirais pas que nous sommes inquiets, mais nous reconnaissons qu'il y aura un Apocalypse. Je suis sûre qu'il y a des adventistes qui s'en inquiètent aussi, mais Joséphine... hein? Alors j'allais dire quelque chose de similaire à ce que Catherine a dit. Elle a verbalisé. Donc pas de souci. Alors je vais effacer les lignes du haut. Alors nous avons la dîme. Nous avons l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un pense à autre chose? Alors pourquoi paye-t-il la dîme? Pourquoi sont-ils des altruistes efficaces? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Catherine? Ça leur donne un sens d'une certaine moralité, qu'ils travaillent pour le bien de tous, qu'ils peuvent avoir une morale même s'ils ne croient pas en Dieu. Et ça leur donne le sentiment qu'ils font quelque chose de moral pour les autres.
Je ne me souviens plus. Donc, ils veulent donner, mais comment veulent-ils donner? Ils donnent sur la base d'un calcul mathématique pour déterminer comment aider le plus grand nombre de personnes. Ce ne doit pas être basé sur l'émotion. Ils ne vont pas permettre à leurs sentiments personnels de s'interposer. Ça semble vraiment altruiste, même si c'était quelqu'un à qui ils tenaient vraiment, ils mettraient toutes leurs émotions de côté, seraient désintéressés. C'est une sorte de faux altruisme, d'une certaine manière. Oui, quand on pense à leur organisation d'appeler 80 000 heures, les gens veulent donner, les gens veulent aider. Et ils disent, ne rejoignez pas une ONG. N'allez pas travailler pour l'aide internationale. Comment font-ils pour que les personnes soient les plus efficaces, pour qu'elles aident? Oui, ils disent, vous gagnez autant que vous le pouvez, vous optez pour un emploi haut de gamme, obtenez un revenu élevé afin de pouvoir donner autant que possible. Oui, ce mouvement ne veut pas que vous alliez travailler à Wall Street et que vous trouviez un emploi haut de gamme, mais il vous dit de trouver un emploi, le mouvement. Hein. Le nombre de personnes qui m'ont dit, je pense à aller travailler à temps plein. Mais temps plein de quoi? Trouver un travail, tu veux aider, on a un Zoom à payer, on a des travailleurs bibliques à soutenir, etc. Pour être plus efficace dans notre mouvement, il ne s'agit pas pour tout le monde de quitter son emploi et de travailler à temps plein, mais il faut donner sur son lieu de travail, créer une sphère d'influence, être productif, de laisser son altruisme être efficace, c'est le plus efficace qu'il puisse être. Participer au Zoom, mais avec l'altruisme efficace, il participe à toutes sortes de rassemblements et de blogs aussi. C'est ainsi que les altruismes efficaces veulent être efficaces par le biais de contacts personnels, mais pas en abandonnant leur emploi pour aller travailler pour une ONG. Alors, est-ce que nous pouvons voir l'analogie qui s'y trouve? Hein? Ray? Oui, j'allais dire quelque chose de similaire à ce qu'a dit Catherine. Qu'ils ne donneront pas en se basant sur l'émotion. Ils feront des formules pour être sûrs d'être aussi efficaces que possible. Mais nous avons vu que c'était incorrect, qu'ils ressentent de l'émotion et ils se sentent bien quand ils donnent. C'est donc une sorte d'émotion égoïste qu'ils finissent par ressentir. Contrairement à ce qui se passe dans notre mouvement où nous donnons la dîme pour des raisons désintéressées. Et il y a aussi un sens du devoir. C'est normal d'avoir un sentiment de chaleur et de confort à l'idée de donner. C'est normal de vouloir être efficace. Nous essayons donc d'amener les gens à être efficaces dans leur soutien au ministère. Et cela implique plus que de l'argent. Cela signifie de participer aussi. Je ne veux pas dire que c'est mal pour les altruistes efficaces de se sentir bien dans leurs dons. Le problème, c'est lorsque ce don est basé uniquement sur les mathématiques. Il nous faut donc balancer ces deux éléments. Donc, Joséphine. Tu as levé la main à 2 reprises. Alors, donner de manière efficace. Alors, être efficace.
faire ce qui aura le meilleur résultat pour le mouvement. Mais il y a une autre chose dont nous avons discuté la semaine dernière. Alors, j'ai oublié beaucoup de choses de la semaine dernière, mais n'est-ce pas n'est-ce pas négliger la souffrance présente pour se concentrer sur le futur à naître? Oui, vous pouvez avoir un sentiment de bien-être parce que vous avez l'impression de contribuer à un besoin beaucoup plus grand. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable ou de vous soucier des 15 000 enfants qui meurent de négligence chaque jour parce que vous faites un plus grand bien en contribuant aux milliards de dollars à venir. Désolé, Brandon. Non, non, vas-y, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, c'est une manière d'avoir l'impression de faire du bien. Donc, ces personnes riches et privilégiées ont l'impression de faire du bien, de sentir qu'on peut garder, profiter de son capitalisme tout en ayant l'impression de faire quelque chose de merveilleux pour beaucoup de gens et d'ignorer la souffrance qui existe autour de soi. Oui, merci, Brandon. Voudrais-tu ajouter autre chose, Brandon? Non, merci. Joséphine, je ne sais pas si tu as pu rétablir ton son, mais tu avais levé la main. On continue. Il y a encore deux autres points. Nous avons parlé du post-humanisme. Alors, quelqu'un se souvient-il de ce que nous avons appris sur le post-humanisme la semaine dernière? C'est une personne appelée Nick Bostrom. Beaucoup de ces gens sont des post-humanistes. Alors, qu'est-ce que le post-humanisme? Qu'avons-nous vu, Catherine? J'ai peut-être oublié. C'est qu'ils pensent que nous évoluons déjà, que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes déjà post-humains ou presque sur le chemin. C'est, oui, ce vers quoi nous allons, ce que nous allons atteindre. Nous sommes en transition. Nous évoluons toujours. Alors, grâce à la technologie, grâce à l'enregistrement de nos cerveaux sur des ordinateurs, à la cryogénie, à la technologie qui augmente à un rythme exponentiel, nous apprendrons à mieux surmonter la mort, etc. Nous évoluons pour devenir des post-humains. Pour que nous puissions aller dans ce milliard d'années, nous vivrons dans une sorte d'utopie où tous les problèmes du monde actuel auraient été résolus grâce à la technologie. Et nous nous dirigeons vers un monde post-humain. Est-ce que cela résonne, fait résonner quelque chose de ce que les adventistes croient, Catherine? Tu es la seule personne qui a levé la main, donc c'est pour ça que je t'ai interrogé. Oui, je vais continuer. Oui, donc nous croyons que nous aurons de meilleurs corps. Nous ressusciterons. Nous aussi, nous serons post-humains d'une certaine manière, je suppose. Peux-tu utiliser la même terminologie? Oui, ce corps revêtira l'immortalité, cette corruption revêtira l'incorruption, il n'y aura plus de péché, ce sera un mode post-humain. Il y a des similitudes, on ne peut pas les condamner pour s'efforcer d'être post-humains parce que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Mais ils s'y prennent d'une manière différente. Il y a autre chose dont nous n'avons pas vraiment parlé la semaine dernière, mais elle est là. Si l'on considère l'influence de Peter Singer, et en particulier si l'on remonte à 1975 et à ses articles sur la libération des animaux,
qui ont donné naissance au mouvement de libération des animaux et à ses réflexions sur le spécisme, il y a autre chose que le mouvement de l'altruisme efficace, AE, a en effet commun à nous, à cause de cette croyance qui a été transmise et a continué à évoluer vers un altruisme efficace. Est-ce que quelqu'un a des idées? Sur quoi sont-ils très forts? Qu'est-ce qu'ils sont en train de promouvoir à partir du spécisme? N'était-ce pas le régime à base de plantes parce qu'ils disent que les animaux sont égaux aux humains si nous suggérons que toutes les races sont égales en laissant entendre qu'elles ne le sont pas, alors tous les animaux le sont aussi. Oui, on n'a pas besoin d'animaux, on doit être des végétaliens stricts. Oui, on peut ajouter quelques éléments à la liste des similitudes entre leur mouvement et le nôtre. Ce vers quoi ils tendent et comment ils s'y prennent. Alors le long-termisme est né à partir du mouvement altruisme efficace, AE, et si l'altruisme efficace était juste une religion pour les hommes blancs privilégiés, les philosophes et les universitaires qui veulent se sentir bien, avoir l'impression de contribuer à la société, alors c'est vrai. Ils veulent juste quantifier de la façon dont ils donnent. Mais le long-termisme veut dire que la priorité numéro 1 se concentre sur l'amélioration de la situation afin d'arrêter tout risque existentiel. Les fonds sont destinés à empêcher les intelligences artificielles malveillantes de s'enfuir, de conquérir le monde et de tuer tous les humains. La principale crainte qu'ils ont et l'idée principale de ce qu'ils croient est orientée vers la création et le contrôle de l'intelligence artificielle. Parce que vous devez la créer, sinon nous ne serons jamais en mesure d'améliorer le monde dans 1 milliard d'années. Nous en avons besoin, nous devons aussi la contrôler. Ils appellent ça aligner. Aligner l'intelligence artificielle, l'aligner sur nos valeurs. Et ensuite, vous avez un problème sur quelle valeur aligner l'intelligence artificielle. S'il ne s'agissait que de rêveries académiques de genre, ça irait, mais nous sommes dans une situation où ces philosophies sont financées et promues par des personnes très, très riches et très influentes. Le mouvement altruisme est assis sur 46 milliards de dollars en ce moment. Imaginons qu'il soit assis sur 46 millions de dollars. Il devrait peut-être abandonner une partie à cause de l'effondrement de FTX, la crypto-monnaie. Mais ils sont assis, donc l'altruisme efficace est assis sur beaucoup d'argent. Et la plupart du temps, elles s'inquiètent de la façon de dépenser cet argent. Parce qu'ils doivent l'utiliser efficacement. Il y a beaucoup de paperasse, de réflexion, de discussion sur la manière de dépenser cet argent. Il y a beaucoup d'influence. Quand on parle de Toby Ord en particulier, il parle à de nombreux rassemblements des Nations Unies. Il a une certaine influence sur les Nations Unies. Il a écrit des documents pour l'ONU, il fait partie de comités, il fait pression sur les gouvernements. C'est un mouvement très influent. Nous avons donc examiné 3 personnes. Nous avons commencé par Peter Singer, la philosophie originale de l'utilitarisme, et nous avons regardé aussi à Toby Ord et William McAskill et Nick Bostrom. Ces 3 personnes sont largement influentes, ont écrit 3 livres. Alors, Bostrom, en 2014, il a écrit le livre
super intelligence, le chemin, les dangers, les stratégies. Il affirme que si les cerveaux des machines dépassent les cerveaux humains en intelligence générale, alors cette nouvelle super-intelligence pourrait remplacer les humains comme forme de vie dominante sur Terre. C'est la crainte que les cerveaux des machines dépassent les cerveaux humains et deviennent la forme de vie dominante. Puis Toby Ord, en 2021, tous ces hommes ont été influencés par Peter Singer, mais il a été influencé par Singer et Bostrom et il a écrit le livre Le Précipice. Il s'appelle Le Précipice, le risque existentiel et l'avenir de l'humanité. Alors, il explore la science derrière les risques auxquels nous sommes confrontés. Il les replace dans le contexte de la plus grande histoire de l'humanité en montrant comment mettre fin à ces risques en l'une des questions morales les plus pressantes de notre époque. Alors, quand ils écrivent ces choses dans leurs livres, ils sont un peu incorrects, faux dans leurs articles, sur leur blog et sur leur site. Ils disent en fait que c'est la question la plus importante de notre époque. Mais quand ils écrivent ces livres et sur leur couverture, ils disent que c'est l'un des problèmes les plus urgents. Et quand ils font leur tournée de promotion, mais vous ne trouverez pas cela dans les articles universitaires. C'est ce qu'ils poussent en coulisses. C'est ce que la question... puis en 2022, cette année, William McCaskill a écrit « Ce que nous devons au futur ». Et il dit... Et il parle en faveur du long-termisme. L'idée qu'influencer positivement le futur lointain est une priorité morale essentielle à notre époque. Il ne suffit pas d'inverser le changement climatique, dit-il, ou d'éviter la prochaine pandémie. Nous devons faire en sorte que la civilisation puisse rebondir et si elle s'effondre contre la fin du progrès moral et nous préparer à une planète où les êtres les plus intelligents seront numériques et non humains. À quoi devons-nous nous préparer? À l'avenir, les êtres les plus intelligents seront numériques et non plus humains. C'est un bel best-seller du New York Times. Elon Musk sort et dit « Tout le monde doit lire ce livre ». Et il a dit la même chose avec ce livre aussi. Cette philosophie est ce qui s'aligne le plus avec la mienne. De grands articles, de grandes tournées de conférences, des articles du New York Times, du Washington Post, de Vox. Et j'ajouterais pour ceux d'entre nous qui ont été fans de Vox, Vox a été lancé en 2014 par 3 altruistes efficaces. Et quand on parle de passer la gauche au crible, on doit passer Vox aussi au crible. Ils ont une certaine branche de leurs médias qui est juste désignée pour l'altruisme efficace. Donc, je ne sais pas si j'ai un article. J'en présenterai un la semaine prochaine. C'est facile à voir une fois que vous connaissez le logo. Quand vous voyez ce logo, vous vous dites « Ah, ok, c'est un article d'altruisme efficace ». Il y a beaucoup de bonnes choses dedans, mais nous devons passer au crible les pros AE, altruisme efficace. Donc, Ezra Klein, il fait beaucoup la promotion de l'AE. Le long-termisme est donc une religion. Les ennemis ne sont pas le diable et les démons, c'est l'intelligence artificielle rebelle. Elle leur offre une vie pleine de sens et la promesse d'une vie éternelle potentielle. Mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons du sens, nous voulons un but à notre existence. Nous voulons aussi ce potentiel de vie éternelle. Cela présente un attrait immédiat pour les individus plus riches qui veulent se considérer comme des gens bien, mais qui ne sont pas vraiment touchés par le fait que quelques 15 000 enfants meurent chaque jour de maladies liées à la faim.
Ce que nous voulons examiner ce soir, c'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est là que tout leur argent, toute leur influence, toute leur richesse, leurs talents, leurs ressources sont canalisés dans l'intelligence artificielle. Il y a deux entreprises en particulier que nous voudrions mentionner. La première est DeepMind, Esprit profond, DeepMind. Je vais l'écrire au tableau. Elle a été rachetée par Google en 2014. Alors, c'est une filiale britannique d'intelligence artificielle d'Alphabet Inc. Alphabet est la société mère de Google. Donc, elle est basée à Londres, dans des centres de recherche au Canada, en France et aux États-Unis. Et l'autre que nous voudrions considérer, c'est l'OpenAI. OpenAI est arrivé un peu plus tard. Je vais l'écrire en haut, là. OpenAI. Alors, intelligence artificielle ouverte, ça veut dire, ça a été fondé par Elon Musk et Sam Altman. Alors, Elon Musk n'est plus au conseil d'administration, mais il le finance toujours. Il y avait un groupe d'hommes riches, ils ont tous mis $1 milliard chacun. Et Microsoft a mis aussi un autre $1 milliard pour cette entreprise. Vous avez des individus, vous avez Microsoft qui a mis $1 milliard et ils ont créé OpenAI. Si vous êtes familier avec DALL I2 et le chat GPT-3, c'est tout le travail d'OpenAI. Alors, l'entreprise est considérée comme un concurrent de DeepMind. Elle mène des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle dans le but déclaré de promouvoir et de développer une intelligence artificielle conviviale d'une manière qui profite à toute l'humanité. Alors, nous avons parlé de l'intelligence artificielle plus tôt, de la différence entre l'intelligence artificielle et le AGI, et pour les besoins de ce que nous allons faire, nous allons simplement dire intelligence artificielle, mais comprenez que l'intelligence artificielle existe depuis un certain temps déjà. Elle est dans nos téléphones, elle est dans les supermarchés, elle est dans les banques en ligne. L'intelligence artificielle nous accompagne dans de nombreux domaines. L'intelligence artificielle générale, AGI, est là où ils veulent amener l'intelligence artificielle au niveau de la pensée, de la compréhension humaine. Ils n'en sont pas encore là, ils ne sont pas encore arrivés. Mais ce soir, on va juste parler de l'intelligence artificielle et je voulais vous dire qu'il y avait une différence entre l'AI et l'AGI. Et cette différence, elle a évolué au fil du temps, parce qu'il était... avant, ils pensaient, oh, et si on pouvait faire ça avec une machine? Et ils disaient, ben, ça serait égal à un cerveau humain si on pouvait faire ça. Donc, ils ont obtenu la machine pour le faire et ils ont réalisé qu'elle n'était pas toujours égale au cerveau humain. Mais ils continuent à vouloir améliorer l'intelligence artificielle, mais ils sont encore loin de la capacité humaine. Mais c'est là le problème. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Alors, quand Bostrom a écrit son livre en 2014, il prédisait la singularité pour 2029. La singularité est un point futur hypothétique dans le temps où la croissance technologique devient incontrôlable et irréversible, entraînant des changements imprévisibles pour la civilisation humaine.
L'intelligence artificielle finit par entrer dans une réaction d'emballement des cycles d'auto-amélioration. Chaque nouvelle génération plus intelligente apparaît de plus en plus rapidement, provoquant une explosion de l'intelligence et aboutissant à une super intelligence puissante qui dépasse qualitativement de loin toute intelligence humaine. Boston a produit en 2014 qu'en 2029, il y aura une super intelligence. Il y aura une explosion de cette technologie qui porterait l'intelligence artificielle à un niveau qui dépasserait de loin la pensée humaine. Et c'est là que ça deviendrait dangereux. Et c'est pourquoi ils font l'effort d'implanter les bonnes valeurs quand ils ont créé cette intelligence artificielle pour qu'elle ne nous tue pas tous, en gros. Dans son livre, il parle de ces situations hypothétiques où, alors, créons une intelligence artificielle qui va fabriquer des trombones. Et elle se concentre tellement sur la fabrication de trombones qu'elle va prendre toutes les matières premières, tout ce qui se trouve sur la Terre, et elle va le récolter pour fabriquer autant de trombones qu'elle souhaite. Et elle réalise qu'il n'a pas besoin des humains pour faire des trombones. Alors il les tue. Il y a ce genre d'histoire, celle du trombone et d'autres aussi. Comment allons-nous résoudre le réchauffement climatique? Alors, nous devons tuer tous les humains parce que ce sont eux qui brûlent les combustibles fossiles. Ce sont les histoires que Bostrom raconte dans son livre en 2014. Donc en 2029, nous aurons tous des problèmes. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, hein? Alors, la définition, c'est un moyen automatisé d'effectuer des tâches que les humains peuvent déjà effectuer. Mais au lieu de demander à un humain de les exécuter, on demande à une machine de le faire en lui fournissant des données. Et c'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une machine qui peut faire quelque chose qu'un humain peut faire. Donc, il nous faut programmer cette machine pour qu'elle puisse le faire. Nous voulons simplement que cette machine fasse quelque chose d'égal à ce qu'un être humain peut faire. Une façon automatisée d'effectuer une tâche qu'un humain peut déjà accomplir. Alors, il y a une chose qu'il nous faut comprendre par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que c'est un terme qui a été inventé dans les années 1950 lors d'une conférence célèbre d'un groupe d'hommes qui s'est réuni et a discuté de l'intelligence artificielle. Ils ne l'appelaient pas ainsi avant de participer à cette conférence, mais l'un des participants a inventé le terme intelligence artificielle. Plus tard, il était très malheureux avec ce nom, mais les gens ont pris ce nom parce que ce qu'ils veulent créer n'est pas artificiel. Ils ne veulent pas vraiment quelque chose d'artificiel. Ils veulent une intelligence qui soit réelle, et c'est un problème avec le nom. Ils veulent créer quelque chose de réel, mais pas d'artificiel. L'autre problème avec le nom, c'est que personne ne comprend vraiment l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce qui rend quelque chose d'intelligent? Le mot intelligent est très vague, en fait. Et donc, le nom lui-même est un problème, et ils le reconnaissent. Mais il est resté, le mot est resté. Et il est utilisé. Ce qui est un problème, parce qu'il est très utilisé. Donc, depuis les années 1950, lorsque la recherche sur l'intelligence artificielle a pris son essor, elle a connu des cycles. Il y a eu des printemps de l'intelligence artificielle et des hivers de l'intelligence artificielle. Pendant le printemps de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de publicité. On en parle beaucoup dans les médias de cette technologie. Nous allons faire cela. Mais dans les années 50, ils ont dit, nous allons créer des perceptatrons en anglais.
Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le New York Times a publié un article disant que les perceptrons vont avoir cette conscience humaine. Il y a eu un engouement, les médias s'y mettent et l'information a augmenté, ce qui signifie que les fonds sont arrivés. Donc, ils ont été en mesure de faire beaucoup plus avec la technologie. Il y a une croissance technologique, mais ils promettent des choses, en fin de compte, qui ne sont jamais arrivées. Alors, le pessimisme s'installe. Et avec ce pessimisme, les médias s'emparent du pessimisme et le financement diminue et l'intelligence artificielle entre dans une période d'hiver. C'est un cycle qui s'est répété plusieurs fois depuis les années 1950. Il y a un battage publicitaire qui est promu par les médias, les financements arrivent, il y a des améliorations, les choses ne se concrétisent pas, il y a du pessimisme, les médias jouent sur le pessimisme et les financements s'arrêtent. Mais les gens continuent à travailler sur la technologie, mais elle ne s'améliore pas au même rythme qu'avant. Nous sommes en ce moment dans le printemps de l'intelligence artificielle. On parle d'un âge d'or de l'intelligence artificielle. Mais il y a ceux qui prédisent qu'il y aura un hiver au coin de la rue. Hein. Donc, je pense que c'est en 2019. Elon Musk a dit que nous conduirons des véhicules autonomes à la fin de l'année. Et nous sommes en 2022, hein, et nous ne sommes pas plus près des véhicules autonomes qu'en 2019. Et c'est ce genre de choses. Alors, où sont ces voitures que nous n'avons plus à diriger? Elles ne sont pas encore là. Et il nous faut découvrir pourquoi. Donc, il y a un cycle avec l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, nous sommes en 2016. Il a annoncé le concept. Puis, il a dit que ces voitures autonomes seront prêtes donc pour 2019. Alors, nous avons regardé à 3 hommes, 4 si vous comptez Peter Singer. Alors, j'aimerais vous introduire une femme et son nom. Alors, je vais partager mon écran. Son nom est Melanie Mitchell. Alors, cette femme que je vous présente, Melanie Mitchell, c'est une scientifique américaine. Elle est très connue dans l'industrie technologique. Ce n'est peut-être pas un nom commun chez nous. Cependant, elle a écrit de nombreux livres, de nombreux articles, des documents de réflexion. Elle a écrit pour le New York Times à plusieurs reprises. C'est une scientifique très connue aux États-Unis. Alors, voici son site. Donc, c'est Mélanie. Et c'est un livre qui est sorti l'année dernière, L'intelligence artificielle, un guide pour les humains qui pensent. Un livre excellent. Elle a fait beaucoup d'interviews sur ce livre que vous trouvez en ligne. En 2014, elle a écrit un article en réponse à l'influence médiatique à ce battage médiatique qui entourait cette peur de l'intelligence artificielle que des gens comme Nick Bostrom et d'autres ont introduit. Elle a écrit donc un article alors, il s'appelle « Pourquoi l'intelligence artificielle est plus difficile que nous le pensons ?» Pourquoi l'intelligence artificielle est plus difficile que nous le pensons? C'est une réimpression de 2021, mais il a écrit
il a été écrit en 2014 à l'origine. Alors, ce qu'elle expose dans cet article, c'est qu'il y a 4 erreurs, 4 malentendus concernant l'intelligence artificielle. Nous les examinerons. Actually, I might just be easier to do that. Nous lirons l'introduction. L'année 2020 est censée annoncer l'arrivée des voitures autonomes. 5 ans plus tard, un titre du Guardian prédisait qu'à partir de 2020, vous deviendrez un conducteur de siège arrière permanent. En 2016, Business Insider nous a assuré que 10 millions de voitures à conduite autonome seraient sur les routes d'ici 2020. Le PDG de Tesla Motors, Elon Musk, a promis en 2019 que dans un an, nous aurons plus d'1 million de voitures équipées d'un logiciel complet d'autoconduite. Et 2020 était l'objectif annoncé par plusieurs entreprises automobiles pour mettre sur le marché des voitures autonomes. Malgré les tentatives de redéfinir l'autoconduite complète en existence, aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Elle expliquera ensuite les hivers de l'intelligence artificielle, les printemps de l'intelligence artificielle, leur fonctionnement. Et nous sommes sur la voie d'un hiver de l'intelligence artificielle parce que le battage médiatique ne se réalise pas. Nous allons aller en bas de l'article. Donc, l'erreur numéro 1, selon Mélanie, concernant l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence restreinte est sur un continuum avec l'intelligence générale. Elle va expliquer que l'intelligence artificielle a fait des percées étonnantes. Ils ont créé, par exemple, un ordinateur qui peut jouer aux échecs et qui bat les maîtres d'échecs, des joueurs d'échecs. Les gens pensent alors que nous sommes sur la voie de la compatibilité avec l'homme, parce que nous avons un ordinateur qui peut jouer aux échecs et battre un humain à ce jeu. Dans les années 1950, 1960, etc., ils ont toujours pensé qu'une fois que nous aurions un ordinateur capable de jouer aux échecs et de battre une personne, ce serait le summum. Eh bien, ils ont créé un ordinateur qui pouvait le faire, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne peut pas prendre cette capacité à jouer aux échecs et à la transférer vers autre chose. Cet ordinateur, il peut seulement jouer aux échecs et il joue très bien aux échecs. Mais ça ne signifie pas qu'il est dans un continuum. Ça ne veut pas dire que cet ordinateur ou l'intelligence artificielle se rapproche de plus en plus des capacités humaines. C'est une intelligence donc étroite, c'est quelque chose qui peut faire une tâche particulière, mais vous ne pouvez pas le connecter à autre chose. Il ne peut pas faire autre chose. Donc, il n'y a pas une inégalité avec l'homme, c'est juste une courbe exponentielle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est améliorer cette machine qui joue aux échecs. Donc, ces machines, ce sont juste de grosses calculatrices, ce ne sont que des maths, c'est du codage qui est placé, du coding qui est placé dans ces machines, du code. Donc, quand vous réalisez quelque chose, vous devez mettre un nouveau code. Donc, c'est une erreur de croire que lorsqu'on réalise quelque chose, cela signifie qu'on va réaliser autre chose. Donc, alors, l'erreur numéro 2, les choses faciles sont faciles et les choses difficiles sont difficiles. Et c'est là que vient le titre de son étude. L'intelligence artificielle était plus difficile que nous le pensons. L'explication est que nous pensons
que jouer aux échecs avec des maîtres est la chose la plus intelligente qu'une personne puisse faire. Nous déifions les grands joueurs d'échecs. Nous pensons que c'est le summum de l'intelligence d'être capable de gagner ces parties. Et le fait est que ce qui est difficile pour nous est en fait facile pour un ordinateur. Nous ne pouvons pas additionner des choses très rapidement avec de longs chiffres. Mais pour un ordinateur, c'est facile. C'est comme une calculatrice. Ce genre de choses est très facile. Mais ce qui est facile pour nous est difficile pour un ordinateur. Ce qui est facile pour nous, c'est le bon sens. Je répète, donc, ce qui est facile pour nous, c'est le bon sens. Et le bon sens est difficile pour un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui est facile pour un enfant en bas âge? Il peut entrer dans une pièce, contourner les objets, enjamber des objets, poser son biberon sur une table, se retourner et savoir que ce biberon ne bougera pas, à moins que quelqu'un ne le prenne. Cet enfant sait que s'il met une balle sur la table, cette balle va rouler. Ce qu'un enfant peut apprendre à l'âge de 12 mois est très très difficile pour un ordinateur à faire. C'est ce qui est appelé le paradoxe de Moravec. C'est un paradoxe selon lequel nous ne sommes pas conscients de la difficulté des choses simples que nous faisons. Nous allons voir si elle donne des exemples dans cet article. Alors, je pourrais avoir un autre article sur le sujet. Ah, je l'ai trouvé. Alors, elle est interviewée dans cet article. Et la question est pourquoi l'intelligence artificielle est plus difficile que nous le pensons. Vous abordez 4 fausses idées qui peuvent faire paraître l'intelligence artificielle plus facile qu'elle ne l'est vraiment. Et elle répond. Il y a certaines tâches que nous, les humains, considérons comme très difficiles et qui demandent beaucoup d'intelligence. Par exemple, jouer aux échecs à un niveau de grand maître. Nous défions ces joueurs d'échecs qui savent jouer aux échecs et nous pensons que cela requiert une énorme quantité d'intelligence. Pourtant, il s'avère que le jeu d'échecs est beaucoup plus facile pour les ordinateurs qu'un jeu comme le tag auquel on peut jouer dans une cour de récréation. Parce que les robots ont du mal à naviguer, à repérer les gens, à prévoir leurs mouvements, etc. Le jeu le plus facile pour un enfant de 4 ans s'avère être beaucoup plus difficile que le jeu le plus difficile pour un humain. C'est l'idée que les choses qui sont faciles pour nous sont souvent difficiles pour les ordinateurs. Ainsi, si un ordinateur parvint à faire quelque chose de très difficile pour nous, nous supposons qu'il serait capable de faire toutes les choses faciles que nous faisons. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous pensons que les échecs sont un jeu tellement intelligent, nous y reviendrons à la fin, mais il y a en fait d'autres jeux qui s'avèrent beaucoup plus intelligents pour nous que l'ordinateur ne pourrait jamais faire. Si vous pensez au jeu des charades, le jeu de société, où vous devez deviner un mot, cela implique une réflexion beaucoup plus complexe. Cela implique notre vision, nos nombreuses perceptions sensorielles, beaucoup de travail cérébral, un travail cérébral analogue pour jouer aux charades. C'est en fait un ordinateur, lui, ne pourrait jamais faire. C'est beaucoup trop difficile pour un ordinateur. C'est un jeu stupide pour lui. Mais ce jeu idiot demande beaucoup d'intelligence. Est-ce que vous avez des idées? Ce serait comme une parabole, n'est-ce pas? Des charades. Oui,
exactement comme une parabole. Et nous y arriverons, Marie. Oui, merci d'avoir relevé ce point. Les paraboles sont impossibles à faire pour un ordinateur. Un ordinateur ne peut pas le faire, elles sont un signe d'intelligence. Oui, Joséphine. Je pense qu'un ordinateur a des problèmes de raisonnement. Les êtres humains peuvent raisonner bien mieux qu'un ordinateur. Cela nous amène à l'erreur numéro 3. Merci, Joséphine. Alors, retenez cette pensée. Alors, l'erreur numéro 3. Alors, l'attrait de la mnémotechnique des souhaits. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'anthropomorphisme. C'est quand on donne à un objet inanimé des caractéristiques humaines. Quel est le mot que vous utilisez, Joséphine? Raisonnement? Oui. Les ordinateurs ne peuvent pas raisonner, les ordinateurs ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas apprendre. On ne les enseigne pas. Quand on utilise tout ce langage, ce qu'on fait, c'est de l'anthropomorphisme. Nous mettons des capacités humaines dans une machine et nous sommes tellement habitués à le faire parce que nous faisons des analogies tout le temps. Mais c'est ce qui contribue à une mauvaise compréhension de l'intelligence artificielle, non seulement par les profanes, mais aussi par les scientifiques. Quand ils disent que l'ordinateur ne fait que penser, les ordinateurs ne pensent pas. Les ordinateurs ne sont que des mathématiques dans une boîte. Alors, ils utilisent un mot. Quel est donc ce mot qu'ils utilisent? Oui, deep mind, esprit profond. Une pensée profonde des neurones. Pourtant, les neurones sont quelque chose qui appartient à l'esprit humain. Les ordinateurs n'ont pas de neurones, mais ils utilisent le mot neurone. Cela donne l'impression que c'est humain. Et nous utilisons tous ces mots pour décrire le fonctionnement de ces technologies, de ces machines, de ces ordinateurs. Ils ne font rien de ce que ces mots suggèrent. Ils ne peuvent pas lire, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. Même s'ils ont des caméras, ils ne voient pas. Ce n'est pas ça le fait de voir. Ils ne comprennent pas. Est-ce que ça t'aide, Joséphine? Les ordinateurs ne raisonnent pas. C'est vrai, Dieu soit loué. Alors, c'était le sophisme numéro 3. Alors, l'erreur numéro 4. L'intelligence se trouve dans le cerveau. C'est quelque chose qu'ils comprennent très mal. Et ce dont Mélanie va parler dans cet article, c'est l'incarnation. Ah, j'ai oublié Rachel. Non, désolé, c'est Chris. Désolé, Chris. Tu dois changer ton nom. I'm not too techno savvy, but yeah. Just thinking about Alors, je pense à l'intelligence artificielle et à l'idée que les ordinateurs puissent penser. J'ai entendu dire qu'il y a plus de connexions dans un seul cerveau humain, comme les synapses, que tous les interrupteurs de tous les ordinateurs, serveurs et autres équipements informatiques sur Terre. C'est dire à quel point le cerveau humain est différent de la technologie informatique. Vous ne pouvez pas les comparer, n'est-ce pas? Mais nous le faisons. Nous le faisons parce que nous utilisons le langage. Nous le faisons même avec nos propres smartphones, nos ordinateurs portables. Mais vous ne pouvez pas comparer. Merci, Chris. Nous allons regarder à ce point si nous avons le temps.
Ray, did I miss your hand? Ray, est-ce que j'ai raté ta main? It's okay. It's just a thought I C'est had ok, c'était juste une pensée que j'ai eue un peu plus tôt. that it kind of fits in with the C'était lié avec l'anthropomorphisme. I think it's interesting Je pense que c'est intéressant que tous ces hommes supposent que l'intelligence artificielle va devenir agressive, parce que c'est ce qu'ils ont été socialisés à penser de la façon dont les humains se comportent. Et surtout, parce qu'une grande partie des logiciels ont été écrits par des hommes. C'est leur conclusion inévitable que les machines et l'intelligence artificielle vont devenir agressives. Ce n'est pas seulement qu'ils deviendront, que l'intelligence artificielle deviendra agressive. Ils s'en moquent, ce n'est pas vraiment de l'agressivité. Il n'y a pas de sentiment. Ils ne sont pas capables de ressentir. Si tu ne peux pas penser, tu ne peux pas ressentir. Ce serait l'altruisme efficace ultime, pas vrai? Explique. Parce que si tu ne peux pas sentir, tu vas juste regarder les chiffres et dire que ceci va produire le plus grand nombre. Si nous obtenons un bon score en tant que valeur, c'est ce que nous allons faire. Oui, bonne analogie. Vous pouvez voir pourquoi ils s'alignent sur la technologie. Ce que vous voyez, c'est la philosophie. Nous avons parlé de cette trinité, la philosophie, la technologie et la finance. Enlevez le raisonnement et le sentiment et vous avez à peu près l'effondrement de FTX. C'est la combinaison de ces trois-là. Alors, retour à la quatrième. Alors, la quatrième erreur, hein, l'intelligence est dans le cerveau, et ça, c'est une erreur. Maintenant, nous pourrions lire un peu. Alors, l'hypothèse. Alors, c'est dans ce paragraphe. L'hypothèse selon laquelle l'intelligence peut en principe être désincarnée est implicite dans presque tous les travaux de l'intelligence artificielle à travers son histoire. Et si vous allez dans l'histoire, jusqu'à la science-fiction, ils pensent que le cerveau est intelligent sans le corps. Alors, l'hypothèse selon laquelle l'intelligence se trouve entièrement dans le cerveau a donné lieu à des spéculations selon lesquelles, pour atteindre une intelligence artificielle de niveau humain, il suffit de faire évoluer les machines pour qu'elles correspondent à la capacité de calcul du cerveau, puis de développer le logiciel approprié pour ce matériel correspondant au cerveau. Alors, aucun corps n'est nécessaire. Je vais peut-être laisser cela de côté ou revenir plus tard. Mais le fait est que l'intelligence n'est pas uniquement dans le cerveau. Nous avons besoin de tout le corps. Nous avons besoin de nos émotions, de nos perceptions sensorielles. Il y a tellement de choses qui sont innées et dont nous sommes inconscients qui créent notre intelligence. Tout n'est pas concentré dans le cerveau. La capacité de ressentir, de toucher, c'est la capacité d'expérimenter le monde, d'être social. Toutes ces expériences externes sont ressenties dans tout le corps, pas seulement dans le cerveau. Et c'est ce qui crée l'intelligence. Vous ne pouvez pas retirer le cerveau du corps. C'est ce qu'ils pensent faire lorsqu'ils téléchargeront le cerveau dans des ordinateurs. Vous n'aurez plus besoin d'un corps car toute votre intelligence sera une simulation, mais c'est une erreur. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur les 4 fausses idées que
Mélanie a exposé, that each step is in a que chaque étape est dans un processus continu pour atteindre l'intelligence humaine, que les choses faciles sont en fait difficiles pour les ordinateurs, que nous anthropomorphisons les ordinateurs et leur donnons des caractéristiques humaines qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Et l'intelligence n'est pas seulement dans le cerveau. On ne peut pas avoir un ordinateur intelligent qui n'interagit pas avec le monde, qui ne socialise pas avec les gens, qui ne ressent rien. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour créer l'intelligence. Alors, Mélanie Mitchell expose ces 4 sophismes, puis elle parle aussi de ce qui crée l'intelligence. Pourquoi sommes-nous intelligents? Il y a 2 choses et elles sont liées. La première, nous l'avons déjà mentionnée, c'est le bon sens. Nous pensons que le bon sens est trivial, qui peut être idiot, que le bon sens ne nous rend pas intelligents, c'est ce que nous pensons. Le bon sens est simplement la capacité d'exercer un bon jugement dans toutes les situations pratiques. Et cela ne s'obtient pas par l'éducation et la formation. Le bon sens est inscrit en nous à la naissance, il se développe au fur et à mesure que nous grandissons. Même un enfant d'1 an développe un bon sens et ne fera que croître ce bon sens et affecter son intelligence. Il créera de l'intelligence en grandissant. Et c'est le problème avec les véhicules autonomes. C'est pourquoi ils ont eu à faire face à tant de problèmes. Nous savons ce qu'est un panneau de stop. Un panneau stop dit stop. On sait à quoi il ressemble. Mais si nous voyons un panneau publicitaire avec un policier et ce policier avait à la main un panneau de stop et qu'il disait stop à la violence domestique, nous savons que ce panneau publicitaire ne nous dit pas d'arrêter notre voiture. C'est le bon sens. Mais un véhicule autonome ne le sait pas. Un véhicule autonome sait qu'un stop signifie un stop. La plupart des accidents qu'ils ont eus avec des véhicules autonomes, ils ont été faits parce qu'ils s'arrêtent juste à des choses. Et les gens leur foncent dessus parce qu'ils n'ont pas de bon sens. Ils ne sont pas capables de prévoir les mouvements des gens. Comme un enfant de 4 ans qui court dans une cour de récréation en jouant au chat. Il peut se dire, je vais aller de ce côté parce que maman court par là, je vais aller par là. En grandissant, il s'améliore dans le jeu. Mais les ordinateurs, ils n'ont pas cette augmentation de connaissances. Ils n'ont pas le bon sens. Il y a tellement de choses dans nos pensées que nous avons et que auxquelles nous ne pensons même pas. C'est une pensée inconsciente qui s'est développée à travers notre expérience du monde au fil des ans. Nous l'avons appris, nous ne l'avons pas appris à l'école. Nous l'apprenons par l'expérience, le bon sens. Donc, le bon sens, ils ne savent pas comment le mettre dans un ordinateur. Et c'est le problème avec l'intelligence artificielle. L'autre chose, et c'est lié, c'est la pensée analogique. Les 2 choses, le bon sens et la pensée analogique. Et là, nous allons à la pensée de Marie, ce qu'elle disait. Alors, c'est quoi une analogie, Marie? C'est comme une parabole. Oui, c'est quand nous comparons les choses. Et nous le faisons tout le temps. Nous le faisons plus souvent que nous le réalisons. Nous sommes allés à Fidji en octobre. Nous avons reçu un accueil très chaleureux. Mais de quoi je parle?
I talking about the Est-ce que je parle de la météo en disant nous avons reçu un accueil très chaleureux? Our language Notre langage full of est plein de métaphores, full of analogies. plein d'analogies. Notre vie est pleine d'analogies. C'est ainsi que nous travaillons. Somebody will say, "Oh, I was driving down Quelqu'un dira, oh, je conduisais sur la route l'autre jour et ce chat est sorti et j'ai freiné brusquement. the same thing." Et vous direz, oh, mais la même chose m'est arrivée cette semaine. Mais c'était une personne âgée avec un déambulateur. C'était une route différente, c'était un jour différent. Mais nous faisons des analogies tout le temps. Nous comparons les choses et ces comparaisons étaient faites tout au long de notre vie et ont perfectionné notre pensée. C'est inclus dans notre langue, dans notre langage et notre langue est pleine de métaphores. An understanding of that Et la compréhension creates is de ces analogies font partie de l'intelligence. Être en mesure de reconnaître les similitudes, de voir les différences, de voir les similitudes and et de transférer notre apprentissage, ce que nous avons appris. Un ordinateur, il ne peut pas le faire. modality. But we do it all the Mais l'ordinateur, lui, il apprend les échecs, mais nous le faisons tout le temps. Hein. If you remember, Elder Parmenter was Si vous talking vous about- souvenez, l'ancien parlementaire, il parlait de la synecdoque. Does anybody remember Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'est la synecdoque? taking you back a while? Je vous ramène un peu en arrière, Catherine. If I remember right, it's like, Si je me souviens bien, c'est comme une is that right? partie qui représente le tout. C'est bien. Est-ce que tu as un exemple? Yeah, I'm going to go by myself. Je vais m'acheter de nouvelles roues Say the wheel. et on va dire que la roue, c'est la voiture, quoi. When we talk about Oui, quand on parle de la Maison Blanche. we know we're talking about Nous savons que nous parlons du gouvernement. C'est une pensée analogous thinking. d'analogie. C'est juste un type particulier. Notre langage en est plein. Et nous le faisons sans même le réaliser. Sans même le réaliser, nous le faisons tout le temps. Quand je dis que nous étions allés à Fidji en octobre et nous avons reçu un accueil chaleureux, nous savions ce que signifie le mot chaleureux. Cette chaleur était quelque chose que nous avons ressenti. Nous savons que ça fait partie de notre expérience de la vie. C'est une partie de notre corps. Notre corps a connu la chaleur. Par conséquent, nous transférons cette idée dans une relation personnelle. Quand nous disons Watergate, Gamergate, Elevator Gate, tous ces gates sont des analogies. Elles n'ont pas besoin d'être expliquées. Nous savons automatiquement ce que nous faisons quand nous ajoutons gate à un mot. Car il s'agit d'une crise particulière, d'un genre particulier. Donc les analogies sont quelque chose qu'un ordinateur ne peut pas apprendre. Et ça les fait trébucher et vous ne pouvez pas mettre cette pensée dans un ordinateur parce qu'elle fait partie de notre bon sens. Alors Jean 3, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Nicodème, qu'a-t-il pensé automatiquement? Out of his mother's womb. Dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'a-t-il réalisé? Qu'a-t-il reconnu? That he had to unlearn everything he had Il learned. devait désapprendre tout ce qu'il avait appris auparavant.
Il a reconnu instantanément que Jésus parlait de lui. Il a reconnu l'analogie parce que c'est un être intelligent, mais il ne l'a pas aimé. Quel est le but des paraboles? Physical to spiritual. Du physico-spirituel. Mais quel est le but des paraboles? Is it to keep things hidden Est-ce pour cacher des choses aux gens? so they? You have to go to Il Jesus. faut aller à Jésus pour comprendre ce que les paraboles veulent dire, ce qu'il dit à travers les paraboles. Est-ce que Nicodème avait besoin de l'explication de Jésus? I don't Je know. ne sais pas. I would have said yes. J'aurais dit oui. Needed his Il avait besoin de son explication, mais peut-être qu'il aurait dû être capable de comprendre ce que l'analogie voulait dire. Okay. Je pense qu'il savait ce que Jésus voulait dire. Il n'aimait pas ce que Jésus disait. Le but des paraboles est de nous mettre mal à l'aise. Parce que c'est pour ça que nous faisons des analogies. Jésus n'a pas dit Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il a fait une déclaration générale. Et Nicodème a pensé, tu parles de moi. Il a retourné la situation. Il a joué à l'homme stupide. Et en a fait une application littérale. Mais il savait, il a reconnu ce que Jésus voulait dire. Il a reconnu l'analogie parce que c'était une personne intelligente. Mais il n'a pas aimé. Pensez à Joseph. Le pharaon a rêvé de vaches. Pharaon a rêvé de maïs. Joseph a dit que c'est le même rêve. Il a reconnu l'analogie, a été capable de prophétiser parce qu'il a vu les similitudes. Il n'a pas fait de rêve. Dieu ne l'a pas saupoudré de poussière de fée. Il a compris ce que signifiaient les vaches et le maïs. Il a été capable d'assembler toutes ces choses logiquement parce qu'il a reconnu la manière dont Dieu travaille. Nous le voyons dans la Bible. L'utilisation des paraboles, c'est Dieu qui dit « Je sais comment fonctionne ton cerveau intelligent. Je peux dire beaucoup de choses. Je peux vous faire réfléchir et vous pouvez relier les points entre eux parce que je vous ai créé des êtres intelligents. » La raison pour laquelle les gens ne relient pas les points entre eux, c'est qu'ils n'aiment pas ce que ces points disent. Si les pharisiens ne savaient pas ce que Jésus disait, ils ne se seraient pas mis en colère contre lui, ils n'auraient pas voulu sa mort. Ils savaient que Jésus parlait d'eux. Est-ce que ça a du sens pour vous? Yes. Oui. You only got offended if the lesson hits home. On ne s'offusque pas si la leçon ne fait pas... Mouche ne nous touche pas. Oui, et ça a touché Nicodème. Même en voyant le royaume de Dieu. Que voulait dire Jésus par voir le royaume de Dieu? Ne voulait pas dire qu'il aurait une vision claire, il voulait dire qu'il le reconnaissait. Même dans ce sens, c'est une analogie. Je trouve simplement étonnant que Dieu ait utilisé des paraboles, car c'est ainsi que nous fonctionnons de manière innée en tant qu'être humain. Vous ne pouvez pas mettre ce bon sens, cette analogie dans un ordinateur, dans une technologie quelconque. Cela fait partie du bon sens. Donc, quand les gens ne veulent pas que ces analogies, faire le lien entre les analogies, ils le prennent au niveau littéral, comme Nicodème. Donc, il existe un livre célèbre écrit par deux scientifiques en 1980 intitulé « Métaphores will live by ». Nous vivons par les métaphores. Ils expliquent comment notre langage est riche en métaphores. Et c'est ce qui crée l'intelligence. C'est ainsi que nous apprenons, c'est ainsi que nous interagissons. C'est ce qui rend notre langage riche, lui donne plus de sens. Nous vivons par métaphores. Alors, Catherine, peut-être que j'ai raté ta main. Est-ce que tu as encore ta main levée? Non, c'était d'avant. Donc, il y a 4 erreurs qui sont liées à l'intelligence artificielle. Il y a une compréhension de ce qu'est l'intelligence. Ils ne peuvent pas toujours définir l'intelligence et c'est là le problème. Les scientifiques du bon courant
de la bonne source d'information, on va dire, consacre du temps et de l'énergie à essayer de comprendre ce que signifie être intelligent. let alone trying to make nuts and bolts intelligent. Sans parler d'essayer de rendre des écrous et des boulons intelligents ou quelque chose dans lequel vous pouvez mettre des données. Alors, pour conclure, alors il y a une chose, et ça va dans le sens de ce que Chris disait précédemment. Nous ne lirons pas tout pour gagner du temps. Alors, je pourrais mettre cet article dans notre groupe de réunion pour que vous puissiez le lire à votre rythme. Alors, Rachel, tu as levé la main? Non, finis ta pensée, c'est pas vraiment important. Ça peut attendre. Oh, sure, but that's all right. Don't leave without Donc, ne pars pas sans t'exprimer. Okay, so here's an article Alors, voici un article from the conversation, tiré de The Conversation, la conversation. and a reader has written Et un lecteur a écrit une question disant « J'ai 59 ans et je suis assez en bonne santé. Est-il possible que je vive assez longtemps pour mettre mon cerveau dans un ordinateur ?» Richard Dixon. Je suis désolée pour Richard Dixon, je ne sais pas qui il est, mais il n'aurait pas dû donner son nom parce qu'il va y avoir une conférence à ce sujet. Cela a été écrit par Guillaume Thierry, il est professeur en neurosciences cognitives à l'université de Bangor. Bangor est au pays de Galles. I'm sure I'm pronouncing Je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. but anyway. He says, Alors, il dit, nous imaginons souvent que la conscience humaine est aussi simple que l'entrée et la sortie de signaux électriques dans un réseau d'unités de traitement, donc comparable à un ordinateur. Nous pensons que notre conscience humaine est la même que celle d'un ordinateur. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Pour commencer, nous ne savons pas réellement combien d'informations le cerveau humain peut contenir. 2 years ago, and then this 2 ans avant, donc c'est un article qui a été écrit. when was it? Alors, quand a-t-il été écrit cet article? Oh, lost the date. J'ai perdu la date. Donc oui, c'est un article qui a été écrit cette année, en 2022. Donc il y a 2 ans, une équipe de l'Allen Institute for Brain Science de Seattle aux États-Unis a cartographié la structure en 3D de tous les neurones et cellules cérébrales contenues dans un millimètre cube de cerveau d'une souris. Une étape considérée comme extraordinaire. Dans ce minuscule cube de tissu cérébral de la taille d'un grain de sable, les chercheurs ont compté plus de 100 000 neurones et plus d'1 milliard de connexions entre eux. Ils ont réussi à enregistrer les informations correspondantes sur ordinateur, y compris la forme et la configuration de chaque neurone et de chaque connexion, ce qui a nécessité 2 pétaoctets, soit 2 millions de gigas de stockage. Et pour ce faire, leurs microscopes automatisés ont dû collecter 100 millions d'images de 25 000 tranches de l'échantillon minuscule en continu pendant plusieurs mois. Vous avez un cube de 1 mm, un millimètre cube. Dans ce 1 mm cube, on a 25 000 tranches. C'est une tranche terriblement fine. So if you go onto this article, Si vous allez plus loin dans cet article, il y a un lien YouTube pour du National Geographic. J'ai une courte vidéo sur ce sujet, elle est très intéressante à regarder. Vous remarquerez cependant quelque chose à propos de tous les scientifiques dont nous avons parlé. this is what it takes Donc, to store the full si c'est ce qu'il faut pour stocker toutes les informations physiques des neurones et de leur connexion dans 1 millimètre cube de cerveau de souris, vous pouvez imaginer que la collecte de ces informations dans le cerveau humain ne sera pas une promenade de santé. data. L'extraction et le stockage des données ne sont toutefois pas le seul défi. Pour qu'un ordinateur puisse ressembler au mode de fonctionnement du cerveau, il doit pouvoir accéder à toutes les informations stockées en un temps très court. Amount of time. Les informations devraient être stockées dans sa mémoire vive ou RAM, Memory or RAM.
plutôt que sur des disques durs traditionnels. Mais si l'on essaie de stocker la quantité de données recueillies par les chercheurs dans la RAM d'un ordinateur, cela occuperait 12 fois et demi la capacité du plus grand ordinateur à mémoire unique. Un ordinateur qui est construit autour de la mémoire plutôt que du traitement, jamais construit. Il faudrait 12 fois et demi la capacité du plus grand ordinateur jamais construit. Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones, autant d'étoiles que l'on pourrait compter dans la Voie lactée. 1 million de fois celles contenues dans notre 1 millimètre cube de cerveau de souris. Et le nombre estimé de connexions est 10 fois à la puissance 15, c'est-à-dire 10 suivi de 15 zéros, un nombre comparable au grain individuel contenu dans une couche de sable de 2 mètres d'épaisseur sur une plage de 1 km de long. Puis il y a la question de l'espace. Si nous ne savons même pas combien d'informations un cerveau humain peut stocker, vous pouvez imaginer à quel point il serait difficile de les transférer dans un ordinateur. Il faudrait d'abord traduire toute l'information en un code que l'ordinateur pourrait lire. Vous savez que l'ordinateur ne lit pas et l'utiliser une fois qu'il est stocké. Toute erreur dans ce sens serait probablement fatale. Vous devez avoir suffisamment d'espace et vous devez avoir 3 copies. Nous allons continuer à lire. Ensuite, il y a une question de temps. Alors, attendez une minute, nous allons lire cela. C'est un problème quand on rate des paragraphes. Rappelez-vous qu'ils ont découpé le cerveau de la souris en tranches très très fines, 25 000 tranches dans un millimètre cube. La même technique devait être appliquée à votre cerveau car seules les informations très grossières peuvent être extraites des scanners cérébraux. Dans le cerveau, les informations sont stockées dans les moindres détails de sa structure physique. Les connexions entre les neurones, leur taille et leur forme, ainsi que le nombre et l'emplacement des connexions entre elles. Mais consentirez-vous à ce que votre cerveau soit découpé de la sorte? Alors, même si vous acceptez que nous découpions votre cerveau en tranches extrêmement fines, il est très peu probable que le volume total de votre cerveau puisse être découpé avec suffisamment de précision et être correctement réassemblé. Le cerveau d'un homme a un volume d'environ 1,26 million de millimètres cubes. Et là, ils l'ont fait avec 1 millimètre cube d'un cerveau d'une souris. Mais un cerveau humain a un volume de 1,26 million. Vous ne voudriez pas faire d'erreur dans votre découpage. Si je ne vous ai pas déjà dissuadé d'essayer la procédure, considérez ce qui se passe en tenant compte du temps. Après notre mort, notre cerveau subit rapidement des changements majeurs, à la fois chimiques et structurels. Lorsque les neurones meurent, ils perdent rapidement leur capacité à communiquer, leurs propriétés structurelles et fonctionnelles sont rapidement modifiées, c'est-à-dire qu'ils ne présentent plus les propriétés qu'ils affichent lorsque nous sommes vivants. Mais le fait que notre cerveau vieillisse est encore plus problématique. Il va poursuivre en expliquant le nombre de neurones que nous perdons par jour à partir de l'âge de 20 ans. 85 000 neurones par jour. Ensuite, il va parler du comment. Après le temps, il parle du comment. Et il y a 3 problèmes majeurs. Et comment cela va-t-il fonctionner? Il va continuer en expliquant que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre comment un cerveau fonctionne dans la vie réelle à travailler dans un ordinateur. Même si vous mettez toutes les données dans l'ordinateur. Nos esprits sont-ils plus que la somme de leurs parties biologiques?
On va revenir un paragraphe en arrière. La possibilité de télécharger les informations contenues dans les cerveaux vers des ordinateurs est tout à fait éloignée et pourrait rester à jamais hors de portée. Je devrais peut-être m'arrêter là, mais je ne le ferai pas car il y a encore beaucoup à dire. Permettez-moi de vous poser une question en retour, Richard. Pourquoi voudrais-tu mettre ton cerveau dans un ordinateur? Après tout, j'ai peut-être une réponse utile, bien qu'inattendue, à vous donner. Je supposerais que vous souhaitez transférer votre esprit dans un ordinateur dans l'espoir d'exister au-delà de votre durée de vie, que vous aimeriez continuer à exister à l'intérieur d'une machine une fois que votre corps ne pourra plus implémenter votre esprit dans votre cerveau vivant. Si cette hypothèse est correcte, je dois cependant objecter. Imaginons que toutes les impossibilités énumérées ci-dessus soient un jour résolues, que votre cerveau puisse être littéralement copié dans un ordinateur permettant une simulation complète de son fonctionnement. Au moment où vous décidez de transférer Richard Dixon, celui-ci aurait cessé d'exister. L'image mentale transférée dans l'ordinateur ne serait donc pas plus vivante que l'ordinateur qui l'héberge. C'est parce que les êtres vivants, comme les humains et les animaux, existent parce qu'ils sont vivants. Vous pouvez penser que je viens d'affirmer quelque chose de tout à fait banal, voire stupide. Mais si vous y réfléchissez, il y a plus qu'il n'y paraît. Un esprit vivant reçoit des informations du monde par le sens. Il est attaché à un corps qui ressent les choses en fonction des sensations physiques. Il en résulte des manifestations physiques telles que des changements dans le rythme cardiaque, la respiration et la transpiration, qui peuvent à leur tour être ressentis et contribuer à l'expérience intérieure. Comment cela fonctionnerait-il pour un ordinateur? Sans corps, toutes ces entrées et sorties ne sont pas faciles à modéliser. Surtout si l'esprit copié est isolé et qu'il n'y a pas de système pour sentir l'environnement et agir en réponse aux entrées. Le cerveau intègre de manière transparente et constante les signaux provenant de tous les capteurs pour produire des représentations internes, fait des prédictions sur ces représentations et finalement crée la conscience. Nous avons le sentiment d'être en vie et d'être nous-mêmes d'une manière qui reste un mystère total pour nous. Sans interaction avec le monde, aussi subtile et inconsciente soit-elle, comment l'esprit pourrait-il fonctionner, même pendant une minute? Comment pourrait-il évoluer et changer? Si l'esprit, artificiel ou non, n'a pas d'entrée ou de sortie, alors il est dépourvu de vie, tout comme un cerveau mort. En d'autres termes, après avoir fait tous les sacrifices évoqués précédemment, le transfert de votre cerveau à un ordinateur n'aurait absolument pas réussi à maintenir votre esprit en vie. Vous pouvez répondre que vous demanderiez alors une mise à niveau et que vous demanderiez que votre esprit soit transféré dans un robot sophistiqué équipé d'un ensemble de capteurs capables de voir, d'entendre, de toucher et même sentir et de goûter le monde, pourquoi pas? Et que ce robot soit capable d'agir, de bouger, de parler, pourquoi pas? Mais même dans ce cas, il est théoriquement et pratiquement impossible que les capteurs et les systèmes moteurs requis fournissent des sensations et produisent des actions identiques ou même comparables à celles fournies et produites par votre corps biologique actuel. Les yeux ne sont pas des caméras. Les oreilles ne sont pas que des microphones et le toucher ne se résume pas à l'estimation de la pression. Par exemple, les yeux ne transmettent pas seulement la lumière, les contrastes et les couleurs. Leurs informations sont combinées peu après avoir atteint le cerveau afin de coder la profondeur, la distance et les objets. Et nous ne savons pas encore comment ça se fait. Nous ne savons même pas comment ces informations passent par l'œil. Et comment cela interagit avec votre cerveau, nous ne le savons pas. Et il s'ensuit que votre esprit transféré n'aurait pas la possibilité de se rapporter au monde comme le fait votre esprit vivant actuel. Et comment ferions-nous pour connecter des sens artificiels à la copie numérique de votre esprit vivant? Qu'en est-il du risque de piratage et de défaillance matérielle? Donc non, non et non. J'ai essayé de vous donner mon point de vue scientifique fondé sur votre question. Et même si c'est un non définitif de ma part, j'espère avoir contribué à atténuer votre désir de voir votre cerveau placé dans un ordinateur. Je vous souhaite une longue vie et saine. Voilà ce qu'est notre esprit. Nous sommes farouchement et merveilleusement faits. Notre intelligence n'est pas seulement dans le cerveau. Nous sommes
étonnamment bien câblés, comme Chris l'a dit plus tôt. Et donc, l'intelligence artificielle, telle que la considèrent les scientifiques et les philosophes long-termistes, n'est pas une menace. Elle n'atteindra pas la compatibilité de la pensée humaine et ne prendra pas le contrôle du monde. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à nous en inquiéter. Nous avons quelques raisons de nous inquiéter de l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons la prochaine fois. Ce que nous avons vu ce soir, c'est pourquoi nous n'avons pas à craindre qu'elle prenne le contrôle du monde en 2029, comme Nick Bostrom l'a prédit en 2014. Mais nous avons des inquiétudes. Alors, y a-t-il des réflexions, des commentaires sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui? Alors, Rachel. J'ai vraiment aimé ce que tu as lu. C'était juste wow. J'ai juste une petite question. J'essaie de comprendre 2 ou 3 choses. Quand on pense à la pensée abstraite, l'intelligence artificielle ne peut pas l'avoir non plus. Elle ne peut pas penser de façon abstraite. C'était juste une pensée que je voulais ajouter. Oui, la pensée analogique est abstraite. Comme Marie l'a dit, ce sont des paraboles. Non, ils ne peuvent pas avoir des pensées abstraites. J'essaie de penser à un exemple. Nous avons parlé de véhicules autonomes, mais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles ils ont rencontré des problèmes. Je vais essayer de les trouver pour la semaine prochaine. Merci, je ne pouvais pas penser à un exemple, c'est pourquoi je voulais te demander si c'était également le cas. Ce serait formidable d'avoir des exemples pour pouvoir y réfléchir. Oui, il y en a des exemples très évidents, mais pour le moment, ça ne remonte pas à mon esprit. Des choses qui révèlent du bon sens pour nous. Un enfant apprendra dès son plus jeune âge ce qu'est un chien. Il n'aura aucun mal tout le long de sa vie à reconnaître les chiens dans toutes sortes de situations possibles et tout type de chiens confondus. Il saura reconnaître un chien. Mais ce n'est pas le cas pour un ordinateur. Si vous placez un chien dans un endroit différent, parmi des gens, dans un champ ou autre, l'ordinateur, il aura du mal à le reconnaître. Il ne peut pas transférer l'apprentissage de chien en chien. Vous devez mettre tous les chiens du monde, puis tous les chiens dans toutes les situations différentes. Cela fait partie de notre bon sens. On ne dit pas « Oh, est-ce un chien ?» parce que ce chien est plus petit ou plus gros. Nous voyons suffisamment de comparaisons, même entre un chihuahua ou un berger allemand, pour savoir que les deux types de chiens sont des chiens. On n'a pas besoin de l'apprendre à l'école, mais ce n'est pas un bon exemple, mais je vais réfléchir. Marie. Cet article m'a fait penser au psaume 53. Quand il est dit « Nous sommes merveilleusement faits » et il me connaissait, Dieu, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ça m'a fait penser à ce psaume. Comment peuvent-ils copier ce que Dieu a fait? Ils ne le peuvent pas. Oui, c'est intéressant parce que lorsque nous pensons au monde antédiluvien et à quel point ils étaient méchants, pourquoi? Parce qu'ils essayaient de cloner des gens. Nous faisons la même chose avec l'intelligence artificielle. Oubliez le génie génétique. Ils essaient de faire des automates. Nous aimons que notre vie soit rendue plus facile. Nous sous-estimons le pouvoir de notre propre intelligence.
Ray. Alors, Ray, Is part of this sort of like fascination or concept with alors le concept computers fascinant is que nous better avons, que les ordinateurs Does sont some of that meilleurs que come nous, from d'où ça the vient? Est-ce que first ça vient en computer partie being the one they que used le to premier break ordinateur est Enigma? celui qui a permis de casser Enigma? And so, like, it did what they couldn't do because it was able to make more computations in a day than the Parce typical qu'il computer pouvait could do. donc And so even faire though plus de obviously calculs en une much journée que less l'équipe intelligent des than we were, mathématiciens ne pouvait le faire. it was like Donc because ils it ont was able to pensé que les do more ordinateurs étaient calculations and beaucoup break that plus code intelligents que les that they were humains. like, we've got this idea Est-ce that que c'est de computers là are que vient cette smarter idée, than us, even though they're really obviously not. même si en fin de compte les ordinateurs ne sont pas plus intelligents que nous? The people Il n'a pas cassé le code. Les personnes qui manipulaient les données, controlling, celles qui contrôlaient l'ordinateur, ont cassé le code. they used. Ils ont utilisé quelque chose pour les aider à casser le code. So Yeah, that- it just did something. Il a that juste was fait quelque chose qui était trop hard for difficile them, pour eux. but it couldn't do Mais what ils it ne needed pouvaient to do. pas faire ce qui était facile pour eux. Thank you. Merci. So we'll finish Nous up. terminerons l'étude de ce soir. What's not to Nous be avons worried examiné about intelligence, ce qu'il ne faut, that qu'il ne faut pas craindre de l'intelligence artificielle. Nous l'avons comparé à nous-mêmes. La prochaine fois, nous verrons ce qu'il faut craindre de l'intelligence artificielle. Marie, are you Nous able- terminerons par la prière. Marie, peux-tu conclure pour nous ce soir? Yeah. Yes, absolutely. Yeah, God, Cher Dieu du thank ciel, you merci for pour the, l'étude de ce study soir. tonight, and thank Et you merci qu'elle that, nous today aide à voir à helps quel to point nous see sommes how étonnants amazing we are made, et and how there can be no combien, copy of what you have made comment us. tu nous as And, rendus et comment tu nous pray as that créés, as we comment study il ne these peut things, y avoir de that copie de ce que tu as fait de nous. Et je prie qu'au fur et à mesure que nous étudions ces sujets, tu élargisses davantage, tu augmentes notre intelligence pour que nous puissions saisir ces choses qui ont été, ces choses terribles qui ont été envisagées par ces hommes et ces femmes intelligents et riches, mais que cela mette davantage en évidence ce que nous sommes et ce que tu vas faire de nous en tant que peuple, et combien c'est digne de louange ce que tu fais. Et je te remercie que nous soyons maintenant dans les heures du sabbat, et je prie que tu bénisses chacun d'entre nous, et je te demande de bénir notre sommeil et que tu nous ramènes frais et dispo demain, et que tu bénisses ce qui sera présenté demain en ton nom. Amen.